Salut les gens, ça va? Lundi, la canicule arrive, hein, donc j'espère que vous avez mis de l'eau aux abeilles. Nous, on va visiter une autre exploitation bio, mais là, il est tôt le matin, je suis à la bourre, je me dépêche. On va chercher un guest qui vient avec nous toute la journée. C'est quelqu'un que vous connaissez, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est même, on peut dire, une guest. Je suis content. Allez, on va la chercher. Et voilà. Bonjour. T'es contente d'aller voir? On va voir. J'ai pas encore annoncé qui c'est qu'on allait voir. Bah annonce. Non, toi, vas-y. C'est la surprise. Nous allons voir monsieur et madame Delin dans le Morvan. C'est ça? Ouais, Patricia et Frédéric. On va les rencontrer pour savoir un petit peu leur mode de fonctionnement sur l'exploitation. Comment ils gèrent une exploitation Alors je bio. ne les connais pas du tout. Pareil, je sais pas comment ils fonctionnent, combien de ruches, quelle couleur, touche, rien du tout quoi. C'est la découverte, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, ben, toi, c'est Frédéric, hein, c'est ça? Tu peux m'appeler Tata Jacqueline si tu veux. Et Patricia Delin. Alors, ben, je vous écoute. Présentez-vous un petit peu l'exploitation, combien de ruches, combien de temps, etc., etc. quoi. Alors, on fait du miel avec entre 300 et 350 ruches, jamais plus. En général, on hiverne entre 550 et 600 colonies. Et on vend des essaims au printemps. Ok. Sur cadre Hoffman, comme on a... Alors sur cadre Hoffman, ouais, et sur 6 cadres. Voilà. Ok. Je sais déjà plus quoi te dire. Alors l'historique, si tu veux. Oui, l'historique. L'historique, ça fait depuis 2010 qu'on est installé en bio. On pratiquait de part et d'autre avant de se rencontrer. Moi, j'ai habité 10 ans en Ariège où j'avais déjà des ruches. D'accord. Frédéric habitait dans Lyon où il avait également des ruches. Et on s'est rencontrés entre deux, en Dordogne, dans un stage à Picole. C'est la chanson de Fugain. Voilà, c'est un peu Excellent. la chanson de Fugue. Et puis bon, et depuis, on s'est plus quitté. Et voilà. C'est beau. Non, et puis bon, petit à petit, on a monté le cheptel en autofinançant tout. Ouais. Ça a pris du temps. Frédéric travaillait encore par ailleurs. À côté. À côté. Ouais. Et en 2010, on s'est installé. C'est difficile de faire deux choses, tu vois. Moi, j'avais mon boulot, je rentrais du boulot, fallait que je mette la cote. Et contrairement à ce qu'on croit, intellectuellement, il faut être vraiment dedans. On a un copain architecte qui a fait un burn-out. Et ça m'avait énormément surpris parce qu'au début qu'il a commencé à faire de l'apiculture, il a fait une conversion pour faire de l'apiculture, il me disait je suis épuisé intellectuellement. Parce que c'est un système de réflexion comme n'importe quel travail. Oui. Alors quand on a deux, tu vois, je passais de l'un à l'autre, c'était compliqué. Et puis dans la vie, il y a des périodes comme ça, j'avais terminé un peu avec ce travail et puis on faisait que de bosser. Donc du coup, c'est-à-dire que moi la semaine aux ruches, Frédéric au boulot, puis le week-end aux ruches, quoi. Donc ça faisait beaucoup. Donc à un moment donné, on s'est dit il faut franchir le pas, on va le faire professionnellement. Et on avait décidé que de toute façon, si on s'installait, ce serait en bio. Donc effectivement, on a tout autofinancé. Alors, ce qui est bien, c'est que on n'a pas fait d'emprunt, nous. Hein. Petit à petit, on avait les sous, on achetait. On a un copain qui lui a acheté une exploitation. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'avec l'exploitation, tout de suite, le gars qui lui vendait est resté avec lui plus d'une année. Il lui a transmis. Donc, il lui a transmis un savoir-faire. Et il lui a aussi transmis le circuit commercial. Oui. Parce que c'est bien de produire du miel, mais nous, dans notre cas, en bio, au départ, on démarchait, on essayait. Ça n'intéressait personne. C'est pratiquement un autre métier de le vendre. Voilà. Personne, mais surtout quand on démarchait, on n'avait aucun résultat. Un jour, on s'est dit, tant pis, on va attendre que les gens viennent. Et effectivement, quand les gens viennent à toi, tu leur fais goûter, tu leur expliques, ils visitent, et ça marche bien. Et à chaque fois qu'on démarchait, ça ne fonctionnait pas.
Donc, alors d'un côté, nous, on a, voilà, petit à petit, on a monté les marches, et c'est long. Et des fois, il y a des baisses de morale qui sont quand même assez importantes, parce que on n'a pas fait de formation, pratiquement pas, un peu avec Christiane Massico sur l'élevage de rennes, mais sinon, on n'en a pratiquement pas fait. Donc, c'était, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on se cassait la gueule, qu'on se reformait et qu'on remontait à une marche, et ainsi de suite. Ouais, et donc, chaud. ça a été compliqué. Et je ne pourrais pas conseiller à un jeune aujourd'hui de faire ce qu'on a fait, ou d'acheter une exploitation. Parce qu'acheter une exploitation, ça veut dire tout de suite s'en mettre gros sur le dos. Oui. Et alors l'un a des avantages. Oui, et ça des se discute inconvénients. aussi parce qu'il y a différentes tailles aussi. Voilà. Mais, Mais en tant que, entre guillemets, autodidacte, ça nous a peut-être permis d'avoir notre propre style aussi. Voilà. Oui. Et puis le Rock'n'roll. fait de pas avoir d'emprunt aussi, ben, les mauvaises années, ben voilà, on fait le gros dos et puis on peut repartir. Et bon, ben, voilà quoi. Enfin, c'est notre trajectoire, c'est pas forcément la meilleure, mais voilà. Et puis on est toujours là. Tous les ans, toutes les années ne se ressemblent pas. Ouais, hein. c'est pas un métier 2018, facile, quoi. magnifique. Cette année, c'est une catastrophe. Donc voilà, après, ben, on va survivre, bien sûr, mais voilà, il faut savoir tout faire aussi. Hein, savoir, donc voilà, tout faire. Et puis c'est vrai que nous, on parce que est à la vente, on est à la production, on est au conditionnement, ça fait, bah, oui, ça fait c'est bien. beaucoup. Mais le fait de faire aussi du détail, pas uniquement parce que quand les années sont bonnes, on vend aussi. Alors, ouais, votre système de vente, on peut en parler un petit peu vite Oui, fait oui, ou, oui, bien sûr. justement, c'est que du détail? Non, vous faites Non, du gros non, aussi? non. Alors on fait un marché hebdomadaire, comme Frédéric l'avait dit, qu'on fait depuis le début. Les autres marchés, parce qu'au départ on a fait énormément de marchés, on les a abandonnés au fur et à mesure. C'est Et beaucoup on de temps. a- Hein. Parce que tu peux C'est pas. énergivore, en c'est pleine puis c'est saison, tu peux pas être dans les fatigant, ruches et sur le marché. Puis maintenant on a une Donc, petite cinquantaine de boutiques qui nous vendent notre miel. D'accord, aux alentours là. Ah Non, ça peut être. On a Ça va jusqu'à Bruxelles. à Bruxelles, Ah ouais, à d'accord. Paris, Bruxelles. Voilà. Et quand on fait une grosse récolte, eh ben, on en vend une partie aux grossistes. Oui, Voilà. normal quoi. On en garde toujours une vingtaine, une trentaine de fûts. Et le reste, on le vend aux grossistes. Ah, ok. À propos des abeilles, comment à l'origine vous êtes parti avec des noirs, comment ça s'est passé? Ouais, on a commencé avec de la noire, avec ce qu'on avait là localement. On en a acheté un petit peu, on en avait notamment été en acheter 30 à Millau. C'était de la noire, mais elle devait être plus noire que les autres, celle-là. Alors tu faisais pas de l'art, hein, parce qu'il Alors fallait là, courir. En fait, on a appris deux métiers, sprinter et apiculteur. À ce point-là? On s'est Parce fait, qu'on s'est fait jeter des Ah ouais, ruchers, c'était mais de l'horreur, manière c'était l'horreur. Alors ça, je invraisemblable. veux pas donner une mauvaise image de la noire, parce Non, que mais ça, il faudra on a des peut-être pas- collègues qui travaillent avec de la noire et Mais qui ça ont se passe bien, sélectionné oui, une puis douce. justement, Voilà, on- bon, alors la noire, nous on avait plusieurs Nous, on a problèmes. eu de On la avait noire ça. agressive. Alors elle faisait du miel. Hein. Et le problème était que pour trouver une reine, tu sortais un cadre, un petit coup de fumée, tu sortais un cadre, il n'y avait plus personne sur le cadre. Dessous, ça pendait faisait un sous la paquet barre. comme ça. Mais ça, elle c'était était plus dans le fond. un problème de sélection, si on peut dire. Possible. Bien Bah, nous, il n'y avait pas de Il y avait sélection, hein, aucune c'était un peu du sélection, tout venant. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en faire ou pas? Non, vous avez Bon, décidé de écoute, changer de couleur. Au bout d'un moment, on Voilà. avait des problèmes de maladie, on avait, je t'ai dit, on avait des problèmes de, on a eu un peu de problèmes de loques, on a eu un peu de problèmes de mycose. Et puis, il s'est passé une chose, la chose suivante. Oui. Un jour, il y a un professionnel, à l'époque on n'était encore pas professionnel, qui a amené ses ruches à côté des nôtres sur un emplacement d'acacia. Voilà, et puis le gars, donc, tu vois bien, nous on habitait juste à côté, donc le soir on se baladait, on allait voir ses ruches. Et puis les hausses s'empilaient sur ses ruches. Il était à la 4e hausse, on n'était qu'à la 1re hausse. Et nous, elle Et là, était on s'est même dit, pas pleine. Il y a un problème. Là, on s'est dit, là, il va falloir qu'on réfléchisse. Voilà. On est allé le voir, on a discuté. Vous faites de l'élevage de rennes? Non. Vous travaillez sur quoi, le noir? Laissez tomber tout ça. Vous voulez faire du miel? Voilà, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire un essai. On a acheté une souche, on savait greffer, Patricia a greffé. Et tout de suite, et pourtant l'année, ça devait être 2006, c'était pas une bonne année, mais la première année où il y a eu les essaims de ces souches, c'était en 2007. Tout de suite, on a fait beaucoup plus de miel que les autres années. Donc après, évidemment, ça t'incite pas à faire un comeback, tu vois. Donc après, on a continué dans ce sens-là. Donc avec de la buck, on a toujours de la buck, donc elles viennent de chez Kelb. Et avec de la Carnica, parce que Patricia a quand même des origines autrichiennes, elle est autrichienne, et donc c'est l'abeille d'Autriche, la Carnica. Mais on a travaillé avec la caucasienne aussi. On a travaillé un Je veux peu dire, avec on de a la essayé un peu. caucasienne, Oui, essayez. c'était très bien. La caucasienne, Tout c'était ça. très bien. Le problème, c'était la propolis. Et là, il fallait passer un temps fou. On avait même un système, une tige, pour couper la propolis qu'elle mettait sous les cadres. Ah Elles ouais. en collaient partout. Elle te laissait Ça un petit dépend trou des comme ça à souches, moi, l'entrée. les souches qui propolisaient Et énormément. elles étaient très bonnes, par contre, elles reméraient bien, Ouais. mais bon. Donc on s'est stabilisé sur de la buck avec peut-être un petit tiers ou à peine Un tiers de de Carnica. Carnica. Et Mais- alors la Carnica
Alors là, typique cette année, parce que nos ruches ont été en grande souffrance, hein, au niveau de la bouffe, ça a été la catastrophe. Et là, c'est clair que les carnicas s'en sortent mieux. Les autres étaient complètement sèches, les carnicas, il leur restait 3-4 kilos. Quand même, ouais. Et alors que le croisement s'opère dans le même environnement. Hein. Donc ça, c'est important à dire. C'est une abeille de Miela. Et on l'a vu l'an dernier sur le sapin. Hein. Elles ont été très très bonnes. Donc cela dit, les bucks, il y avait très peu d'écart entre les bucks et les carnicas. La seule chose, ça tient un poil moins le cadre. Ce qu'on a nous, hein, la souche qu'on a nous, ça tient un poil moins le cadre. C'est un petit peu plus agressif. Et alors c'est très agressif, surprenant, ouais, c'est pas vraiment, ouais, un peu farouche. Le farouche. Ouais, c'est vrai, c'est pas Ah le oui, même. c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Elles t'attaquent pas, mais elles sont un peu plus... Et le Voilà, problème, farouche. c'est que quand tu ouvres une ruche, tu as l'impression qu'elle est orpheline parce que ça vibre, ça Ouais. vibre, comme une orpheline, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Mais si tu veux, nous, ce qu'on voulait faire, c'était aussi apporter un peu d'autre sang que du buck entre buck et du buck noir, parce qu'ici, il y a beaucoup de noirs. Emmener un peu autre chose. Et quand même, on s'est aperçu que c'est pareil, ça avait encore fait monter un petit peu le niveau. Donc, globalement, on est assez content de ça. Voilà. Ok. On a encore la chance d'avoir une belle biodiversité. Ouais, tu m'étonnes. Magnifique. Assis avec les tomates. J'ai déjà transpiré ce matin à la revue. On n'a pas vraiment de culture, si tu veux, parce qu'il y a quelques petits champs de blé. Je sais qu'avant, Mais il n'y a pas de culture, il n'y a pas de colza, il n'y a pas de maïs. Un tout petit peu de maïs des fois, mais globalement, il n'y a pas de Au culture. mois d'août, vous laissez les tomates qui étaient encore vertes. Bah donc là, c'est des bucks, mais au milieu, c'est une carnica. D'accord. Ça, ce sont des abeilles sur lesquelles vous greffez. Voilà, ou- voilà, c'est des souches. Hein. C'est des souches. Patricia va greffer sur là aux extrêmes, c'est 2 bucks qui viennent de chez Brandstrup. Ouais. Et au milieu, c'est une carnica. Et vous les laissez vivre en ruche leur vie Complètement. complète. Voilà. Totalement, voilà, on les, On les traite comme une ruche de on les production. réduit pas, on les Ouais, laisse ouais, vivre, voilà, comme ça. On ponctionne au besoin, de temps en temps un cadre de couvain, et voilà. Alors bon, mais tu vois, on a des petites planches, des petites planches d'envol parce qu'on fait beaucoup d'essaims en ruche aussi. Et attends, je les gêne. Oui, des petites planches pliables, Et excellent. ouais, non, quand- non, mais t'inquiète pas. Parce que, comme on fait beaucoup d'essaims en ruche, on retrouvait des reines qui rentraient de vol de fécondation, on les retrouvait sous les planchers. On en retrouvait toujours une dizaine, une quinzaine. Avec ça, on n'a plus ce problème-là. Ok. Et puis même quand on bouge les ruches, tu vois, c'est pas bien compliqué. Hop, tac, on baisse ça, puis Très bien ça. très facile à mettre. Alors, c'est votre trappe à pollen, Ouais, ça, tu vois, on l'enclenche comme ça, hop, ça rentre à serre. Hein. On l'enclenche comme ça, donc c'est très facile. Le panier, ouais, j'avais enfumé. Le panier sort par devant parce que si tu veux, comme ça, il y a moins de glissière, il y a moins long de glissière. Avant, il sortait dans ce sens-là. Et alors, ça finit par propolyser, ça Ouais. finit, on n'arrivait plus à le sortir. Là, il sort facilement, tu vois, tac. Donc ça, c'est, oui, vous achetez que ça, hein, on est bien d'accord. On Ça, vous achète le que ça, fabriquez. ouais, tout le reste, on le fabrique. Ouais, Ok, ok. voilà. Et puis donc, on les pose comme ça. Bon, tu as les trous à faux bourdon, il faut surtout jamais les boucher Ouais. parce Pas que oublier. sinon, ça Ouais. monte en température. Et puis donc, on les pose comme ça. Et puis 2 jours après, on met le peigne. T'alternes avec les trous de chaque côté? Ouais, on le fait de temps en temps parce qu'évidemment, au bout d'un moment, elles ont trouvé le truc et puis elles rentrent beaucoup par Ouais, le trou. Donc de temps en temps, on Les change. coquines après nous blouse, alors on préfère. Mais bon. Ah, Je ouais, tire la grille. ouais. C'est pas mal d'être à deux. Hein. Bah oui. Hein. Alors, C'est quoi le bleu? ben, c'est les lingettes glycérinées qu'on a D'accord. posées et elles sont en train de les grignoter. Ouais, les amis, ces lingettes bleues, là, c'est tout ce qui nous intriguait avec Émilie. Ce sont les langettes à la glycérine et à l'acide oxalique. Eh ben, vous allez comprendre dans tout cet épisode. On y revient très largement à la fin. C'est une procédure... vous allez comprendre. Et ça donne déjà, là tu vois, tu vois bien qu'elles nettoient bien, Ouais. parce que certaines autres ont moins envie de les grignoter, elles les propolisent plutôt. Alors là, ça donne déjà une indication, c'est une bonne nettoyeuse. Parce que si tu D'accord. veux, il y avait un autre procédé qui consistait à mettre des inserts glycérinés. Le problème, c'est que ces inserts étaient durs, avec des dosages beaucoup plus forts en acide oxalique, et elles ne les grignotent pas. Et nous, on a préféré ce principe-là, où elles grignotent tout comme ça, elles t'en emmènent partout dans la ruche. D'accord. Et puis après, souvent, t'en l'expulse. trouves devant. Ouais. Ouais, elle le nettoie, quoi. Ouais, ouais. Les bandes, vous les placez à quel... les bandes glycérine, là, vous les placez à quel moment du coup? En général, après la floraison d'acacia. Parce que comme on ouvre moins les ruches, elles nous gênent moins. Parce que c'est vrai que quand tu ouvres, tu vois, sinon, il faut les redécouper un peu. Et c'est pour ça qu'on les... Là, on a commencé le 12
on les a mises dans Le tous 12 les, juin, tous les ruchers, le 12 jusqu'au 16, voilà. Ok, Juin. ok. Mais alors, Cette il année. n'y a pas de presse, enfin, je sais pas comment on dit, par rapport au miel, aux hausses de miel. Alors si On tu veux aucun justement, il y a eu des questionnements. On a un copain qui a dit, moi je les coupe pas en deux et je vais les mettre sur la grille à renne. Comme ça, quand j'enlève la grille à renne, j'enlève les... c'est plus facile. On a dit on va peut-être essayer ça. Il y a un autre copain qui a essayé, qui a dit hop hop hop, ne faites pas ça. Parce qu'elle les grignote et on en retrouve partout dans le miel. Ah, C'est pour ça que nous on reste comme au départ, on les met sous la grille à renne et là on n'en retrouve pas dans le miel. Non, non, non. Alors là tu vois pas bien parce qu'il y a de l'herbe haute, mais il y a des ruchers là qui ont été nettoyés Ça fait des récemment. confettis sous la ruche. Bah, tu vois bien, il y en Ouais, a, il y en a, ouais. tu vois rien, puis il y en a d'autres, c'est déjà tout bleu Ça devient tout, de quoi. petits bouts. alors le bleu, enfin ça c'est une question à 2 balles, mais c'est le produit que vous utilisez en fait ou... Non, C'est des lingettes Scott c'est des qui lingettes. viennent des États-Unis. D'accord. Et donc nous on les commande là-bas parce que le protocole est fait pour le grammage très précis en fait de cet essuie-tout quoi si tu veux. D'accord. Et donc il est bleu. Voilà. d'où Oui, le donc bleu, d'accord. tout simplement. C'est bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien une préparation à ensuite l'encagement et le traitement d'été. Exactement. Ça ne peut pas être uniquement le traitement avec les bandes. Ah non, 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 ça c'est une partie de toute une stratégie qui court sur quasiment l'année, quoi, de gestion du varroa. Donc un assainissement fin printemps, début d'été, qui attend le grosso modo 15 juillet, l'encagement des rennes. Et là, la libération des rennes après 21 jours, on effectue un traitement à l'acide oxalique. Un dégoûtement. Par dégoûtement, et puis 4 jours plus tard, un second pour les mâles. Et voilà. Et on refait un oxalique en plein hiver, hors couvain. Ça peut Mais être bon, décembre, janvier, C'est ça toujours dépend. très aléatoire parce que tu as toujours des ruches qui ont un peu de couvain. Et dès qu'il reste 12,5 cm de couvain dans une ruche, l'oxalique, le dégoûtement qui a pratiquement 95% d'efficacité, tombe à 60. Donc voilà, mais tu peux pas, quand tu traites comme ça, tu peux pas, celle-là, tu vois, tu dis, ah bah elle a un peu de couvain, je la refais la semaine prochaine, tu peux pas. Tu Non, peux mais pas non, gérer oui. ça comme ça. Voilà. Par On met contre, la housse. l'hiver, il est systématique, hein, le passage. Ouais, Oui, oui, Est-ce que vous faites des comptages aussi pour savoir ou... oui, On ne oui. fait pas les comptages d'hiver. On Pas fait les l'hiver, comptages ouais. plutôt au printemps. Au sucre glace, mais peut-être On va que regarder on si elle... s'en fera. Excuse-moi, on va Ça regarder, miel un petit peu, oui, alors Si tu veux voir un peu de miel, peut-être. Ah, mais vous marquez vos cadres de hausse, Ah ouais, Oui. ouais. mais pas les De cadres de l'année. corps. Si, le corps, t'as pas... Pareil, J'ai pas fait gaffe, pareil, non, j'ai pas... ouais, ouais. pareil. Et alors, vous Pareil. êtes en cadre Hoffman, hein, par contre. Ouais, on est en j'ai- cadre Hoffman. Alors pourquoi on est en cadre Hoffman? Ouais. Alors, bah, si tu veux, alors dans les corps de ruche, vu comme on procède, nous on les hiverne sur 8. Au printemps, on va remettre 2 cires. Oui. Bah, 2 cires, tu regardes, pour sortir un cadre, c'est quand même assez facile, tu vois. Pour les faire glisser, tu fais ça, tu pousses, Oui, oui. hop, t'en remets un là. Tu veux en pousser 4, tu fais ça, t'en pousses 4. Donc c'était, pour nous, on trouvait que c'était beaucoup plus facile. Et comme on fait des essaims, on bouge beaucoup de cadres, c'était beaucoup plus facile qu'avec les crémaillères. Bon, comme on a eu une année de la mortalité, et puis qu'il a fallu nettoyer les ruches, tu t'aperçois que quand tu es en Hoffman, il n'y a rien là. Il n'y a pas de Tu mets un crémaillère, coup de- il n'y a plus de Un cavalier coup en de bas, lève-4 donc comme c'est ça, un coup très de lève-4 facile à comme ça. nettoyer. Ouais, d'accord. Parce qu'avec les crémaillères, Ça, c'est tu vrai. te bousilles les mains. Oui. Pour remettre les cadres de corps, si ton cadre est un tout petit peu voilé, tu vois. Alors ça, avec la buck encore, ça va, mais quand Ouais. on a eu de la noire agressive et le cadre il veut pas rentrer, puis ça te saute à la figure, C'est agressif, tout ça, les noirs. tout ça. Ouais. Mais non, mais nous c'est celle qu'on a eue, je dis pas que c'est agressif, c'est celle qu'on a eue. On est allé en chercher à Millau, alors elle faisait du miel, mais... C'était magnifique, mais alors elle nous Ah là recevait, là là. quoi, on va dire. Donc Ouais. si tu veux, ça a été la première chose. Après, dans les hausses, si tu veux, c'est la chaîne d'extraction. Parce que quand tu es en bout de chaîne d'extraction, que les cadres arrivent sur le convoyeur, tu vois, tu mets 8 cadres, tu écartes un petit peu, tu prends ta hausse et hop, t'emmènes les 8 cadres, après je te montrerai. Ah oui, Donc ok. déjà, là Tu tu gagnes gagnes du du temps. temps. Là Ouais, tu ouais. gagnes du temps. Et ce qu'on fait nous aussi au printemps, on recentre toujours les cadres neufs. C'est-à-dire au printemps, les cires gaufrées, on les met en rive de couvain. Une fois qu'elles ont bâti, on recentre de manière à, dans le cas idéal, avoir Il n'y a pas au beaucoup de centre miel là. les Mais ça cadres c'est de un cadre l'année, neuf, tu vois. les rouges et par écartement, et comme ça nous permet une gestion des cadres et de tu vois, faire en sorte tu d'avoir vois toujours la du miel. souche. Ça c'est la souche. Hein. Regarde, Des tu vois cadres cette abeille qui est plutôt quand même un peu grise. Oui. Et tu vois ces abeilles Oui. qui sont beaucoup plus jaunes. Donc déjà la souche a des abeilles un peu grises. Ce qui signifie Ce qui signifie que les croisements qu'opère
Kelb, il a rajouté des choses où il y avait sûrement un peu d'abeilles grises. Oui. Est-ce qu'il a remis à un certain moment? Tu pourras lui poser la question. Oui. Oui, donc petit spoil de la part de notre ami Frédéric, qui dit que je vais aller voir quel Brandstrup en fait. Donc ceux qui le connaissent seront peut-être ravis. Moi je suis super content d'aller voir Keld chez lui au Danemark. L'épisode sortira dans 2 semaines, j'essaye. Ça va être chaud parce que là il y a 3 jours de tournage et tout hein. Ça va chier les bulles carrées. Trop bien. Certains moments un peu de caucasienne, est-ce qu'il a remis un peu de carnica là-dedans? C'est bien possible. Hein. Alors est-ce que pour une souche qui va être donc la mère de toutes les reines qui vont arriver dans l'exploitation, est-ce que c'est bien d'observer des ouvrières différentes comme ça? Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est vrai? Moi, on fait pas de délit de sale gueule avec des jaunes, des noirs. Oui, oui, nous, ça nous gêne absolument pas. Nous, ce qu'on veut. Est-ce que les filles risquent pas d'être différentes à cause de ça? Donc, ce qu'on cherche à voir... Non, finalement, vous, ça n'a pas d'importance. Alors, nous, si tu veux, notre seule sélection qu'on fait, on pèse tout. C'est-à-dire qu'avec la grue, quand on récolte, on soulève les 3, les 4, voilà, 3, 4 hausses ou 2 hausses ou une hausse. Il y a un dynamomètre et on pèse. C'est marqué sur la petite feuille. Bon, là, c'est des souches un peu différentes. Mais là, ça va être marqué printemps, tant de kilos. Acacia, tant de kilos, quand on en fait, bien sûr. Oui. Été, tant de kilos. Après, on fait le total. Patricia passe, elle relève tout ça. Et on fait une moyenne sur tous les ruchers. Un rucher et sur tous les ruchers. Et tout ce qui ne fait pas la moyenne, on change les reines. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, il y a un autre critère qui rentre en ligne de compte, c'est quand même la douceur. D'accord. Voilà. Sinon, les autres critères... Dans les sémages également. Oui, mais quand même, globalement, ils vont de pair. C'est-à-dire que quand tu as une reine qui s'est mise en situation d'essaimage, tu casses des cellules, certes, mais tu vas quand même faire un peu moins de miel. Oui. Donc tout ça se retrouve sur la quantité de miel. Et puis nous, encore une fois, on n'est pas des sélectionneurs, c'est-à-dire que ça ferait trop de travail. Oui, c'est trop de boulot. Donc nous, le seul critère, ça va être le miel. Voilà. Ok. Mais c'est bien. Oui, alors je sais pas, mais là ça doit être du trèfle blanc. Je pense que c'est du trèfle blanc. Hein. Ouais. Tiens, vas-y si vous voulez goûter. Avec plaisir. Ouais. Tu vois, je pense que c'est du trèfle blanc. L'avantage, c'est que ça cristallise très très fin et puis ça peut te servir de semence. Ouais. Voilà. Si, c'est bon ça. Ce qu'on peut peut-être aller voir, si tu veux, c'est un élevage. Alors nous, en matière d'élevage, on fait des séries, mais on en fait globalement tout au long de la saison. Parce que, voilà, on change les reines en saison, celles qui ne nous plaisent pas ou qui ont un souci, etc. On en change en saison. On a fait ce printemps beaucoup d'essaims. Et puis après, en arrière-saison, au moment de l'encagement, on refait toute une série. Mais globalement, il y a mais il y a souvent un greffage en cours. Ouais, d'accord. Ouais. Alors on peut aller voir. Allez. C'est la patine. Alors. D'ailleurs, soit on les met en couveuse, là elles sont à 6 jours, je peux les mettre, mais cette fois-ci je décide de laisser, je mettrai les bigoudis. Et quel est le choix? C'est de libérer l'éleveuse? Ouais, en fait, si je fais deux greffages, je libère à 6 jours des operculations. C'est d'avoir de la place en fait. Et puis après, je regreffe. Mais là, j'en ai pas spécialement besoin, ce qui fait que je vais laisser aller jusqu'à terme dans la ruche. Alors là, on travaille, on a travaillé de manière différente, mais là, on travaille avec des ruches orphelinées. Oui. Compressées. C'est-à-dire que voilà, on essaye de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'abeilles. Là, il n'y en a pas énormément, mais ça a quand même bien fonctionné. Écoute, nous, on a essayé toutes sortes de choses, même les cimetières. J'appelle ça les cimetières, là, tu te rappelles? Ah oui, les discades ou les... Une ruche là, t'es levé au milieu. Alors, tu fermais les portes pour que ça rentre là, machin, tout ça. Un bordel. Toujours est-il que ça fonctionnait. C'est magnifique. Après, ça, on a essayé aussi avec des nuques, avec toutes sortes de choses. Maintenant, on fait tout, voilà, avec un seul cadre. Voilà, ça m'arrive de faire des doubles greffages. Quand j'ai besoin de reines, je prends une ruche beaucoup plus populeuse que ça, bien sûr. Hein. Et puis là, je mets 2 cadres. Ça veut dire en même temps, le même jour? Ouais, potentiellement, ça peut me faire potentiellement 60. Et c'est bien pris en charge, oui, il faut du monde. Quoi. Mais non, mais là, elle dégueule d'abeilles, c'est pas ça du tout. Du là, pollen, de l'eau peut-être. Ou... Alors nous, on a une chance immense ici. C'est que le pollen, il y en a toujours trop. Immense, c'est qu'en matière de pollen, on n'a pas de période où elles sont en carence. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est quand même vraiment bien. Là, il n'y avait pas suffisamment d'abeilles, ce qui fait que j'ai tapé le cadre de rive pour rajouter des abeilles et je l'ai basculé de l'autre côté
Puis maintenant, je le remets là, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord, pour que les abeilles soient présentes au moment où tu as amené le greffage. Exactement. Ok. Et puis après, mais ça, je vais te dire, ça dépend du besoin, ça dépend du nombre de cellules que j'ai envie de faire. Je la prépare différemment. Attends, j'ai oublié de remettre ça. De l'âge du capitaine, de l'humeur de la patronne. Tout ce qui compte, en fait, c'est d'avoir de la cellule au moment. Alors, exactement. Oui, vous avez un calendrier d'élevage. Non, c'est le greffage qui fait le calendrier ou c'est le calendrier qui fait le greffage? Les deux. Ouais, c'est vraiment d'accord. Voilà, un peu comme moi. Ouais, je sais pas, tu dois faire. On fait à peu près 400 ou 450 rennes. On fait entre 200 et 300 essaims par an. Plus. Et puis on renouvelle un tiers, voire la moitié du cheptel. Ça dépend. Oui, d'accord. Okay. Mais tu vois, par exemple, cette année, il doit rester encore une dizaine de rennes blanches. Mais globalement, on travaille avec de la reine qui a maximum 2 ans. Ok. On garde quelques blanches. Pourquoi? C'est affectif. Tu vois ce qu'elles ont fait, comme on marque. Tu vois ce qu'elles ont fait. Avec Émilie, on est pareil. 2017, quoi. Et puis 2018, tu dis je dois l'écraser. Ah non, je peux pas. Ouais, puis en général, tu as de bonnes surprises l'année d'après. Alors il y en a qui s'effondrent. Il y en a qui s'effondrent, puis d'autres, tu dis. On en garde une vingtaine, il y en a une dizaine qui vont s'effondrer, et les 10 qui restent, par contre, elles sont encore dans le. Pas dans le top 10, mais elles sont dans les 50 premières, on va dire. On est bien d'accord. Globalement, par rapport à votre démarche de gestion de l'exploitation, sachant que vous êtes en apiculture biologique, vous n'êtes pas forcément pour laisser, entre guillemets, faire la nature et laisser les abeilles élever seules et quand elles ont bien envie de changer leur reine ou quand la reine arrive en bout de course. Vous avez quand même une gestion de vos reines, vous ne laissez pas faire parce que est-ce que vous... On a eu fait ça. Oui, et quel était le résultat? On a eu fait ça si tu veux, parce que alors on a eu de la noire, on laissait faire. Et alors, t'en trouvais énormément dans les arbres, déjà, c'était la première des choses. Après, tu faisais pas énormément de miel. Après, elles étaient agressives et puis tout ça. Donc un jour, on s'est dit, il faut changer des paramètres parce que sinon, on va se dégoûter de l'apiculture. Tu sais, quand les abeilles sont agressives, qu'elles te sautent, voilà. Et puis quand au moment de faire du miel, l'acacia fleurit, tu te dis, c'est bon, t'arrives, il n'y a plus personne dans la ruche. On s'est dit, il faut qu'on gère différemment. Donc, avec les collègues, donc on a commencé par acheter une souche. Patricia, le greffage, on l'avait appris. On savait faire le greffage, je vais rendre un petit hommage avec une dame extraordinaire qui s'appelait Christiane Massico, qui était une éleveuse magnifique, voilà, qu'on a eu la chance c'est avec elle qu'on a appris à faire l'élevage de rennes. Donc Patricia s'est mise à greffer, c'est pas compliqué, les 2 premières années on s'est aperçu qu'on faisait 50% de miel en plus sans casser de cellules. Parce que simplement elles avaient moins cette tendance à l'essaimage qui est tout à fait, qui a un caractère appréciable parce que c'est la survie de l'abeille. Mais c'est pas la survie de l'apiculteur. Donc après il faut choisir. Voilà. Nous, je pense que de toute façon, on rend un grand service tous les gens qui sont autour, parce que comme on multiplie et qu'on a beaucoup d'abeilles, c'est certainement plus efficace que de les laisser aller dans les arbres, où on sait pertinemment qu'au bout de 3-4 ans, dans les clochers et tout ça, elles ne survivront pas, à cause du varroa. Donc c'est peut-être plus... On dit que l'abeille rapporte 7 fois plus en pollinisation qu'en miel. Donc on rend service à la communauté. D'ailleurs, on devrait être déclaré d'intérêt public. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Non, mais après, par rapport à la gestion aussi, sur donc comme on note tout sur nos petits papiers, etc., on en a qu'on chérit particulièrement bien, etc. Et celles-ci, on se fait des petits greffages internes. C'est-à-dire, on les utilise momentanément comme des souches. Et après, on voit ce que ça donne au niveau des filles. Et on en fait a un en général, voilà, sur la meilleure de l'année précédente. Voilà. Donc chaque année, il y a quand même une remultiplication de ce qu'on estime être très bon. Quoi. Mais par rapport à l'état d'esprit, moi j'appelle ça les ayatollahs de la bio, il faut tout laisser faire aux abeilles. Moi je dis, mais surtout ne faites pas d'apiculture. Les abeilles, vous les laissez dans les troncs d'arbres, vous les laissez dans les clochers, elles vont vivre très bien sans vous. À partir du moment où tu souhaites vivre de ça, forcément, tu interviens sur un certain nombre de paramètres. C'est plus la même chose, voilà. Alors aussi, ce sont des paramètres qui sont en fonction de son territoire, de ses objectifs, parce que je dis ça parce que là, donc je veux faire cette vidéo pour vendredi. Je ne sais pas si vous avez vu celle de vendredi dernier. Si, on a regardé. De Nils. Oui. Donc lui, et donc vous l'avez vu, il est en noir, il laisse plutôt faire, tant sur l'âge de la reine que sur l'essaimage et tout ça. Et voilà, c'est pour pas que les gens soient choqués de voir aussi qu'en bio, on peut faire ce que vous faites. Bien sûr. Et je trouve plutôt intéressant de montrer ça, quoi. Hein, attention, voilà. On ne fait pas une autre apiculture que nos collègues qui sont en conventionnel. On fait la même apiculture au niveau de l'élevage de rennes.
Mais par contre, évidemment, on ne met pas d'intrants qui sont des intrants chimiques. Voilà, on traite le varroa avec des choses qui sont, entre guillemets, naturelles, et en tout cas autorisées en bio. Parce que sinon, globalement, moi je pense qu'aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit viable en apiculture, il faut maîtriser le varroa, c'est clair, et il faut faire de l'élevage de rennes. Si tu ne fais pas d'élevage de rennes, ça va être compliqué. C'est-à-dire que globalement, il y a une bonne année sur 3, mais cette bonne année-là, il faut faire du bio. Oui, il faut être là. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir des ruches que moyennes, ou tu ne peux pas te permettre d'avoir une ruche sur 3 qui fonctionne. Nous, c'est pas du tout notre choix. On a un collègue qui lui a 1200 ruches. Alors il ne gère pas tellement l'essaimage, il le gère en enlevant du couvain un peu au printemps, mais après il ne casse pas les cellules. C'est un choix. Ils ont 1200 ruches, ils ne font pas beaucoup plus de miel que nous. Donc nous, évidemment, on passe beaucoup plus de temps, parce que casser les cellules, je ne sais pas si vous le faites, c'est du boulot, c'est long, et c'est pas un boulot sympa, parce qu'on sait qu'on les dérange. Alors on aimerait bien trouver d'autres solutions. Le problème, il est que nous, les fécondations ici, on maîtrise que le 50% en maternelle, mais le gros pourcentage paternel qui se passe là-haut, on ne maîtrise rien. Donc, et c'est bon d'un côté de rechoper un petit peu de, tu sais, de naturel. Voilà, on chope un peu de noir, donc c'est bon. Mais ça donne aussi cet instinct d'essaimage qui nous pose un peu de problème. Hein, et il faut savoir qu'ici, on est dans le Morvan, la saison est très courte aussi. Oui. Donc on ne peut pas se permettre de se dire qu'on va préparer nos ruches pour le miel de Noël. Oui, c'est-à-dire qu'au 15 juillet, c'est fini, nous, c'est plié. C'est terminé au niveau de la production. Ouais. Après, évidemment, notre travail alors tiens, justement, un peu plus pour redire un peu la saison, vous n'avez pas d'agriculture au sens colza, démarrage fort comme ça. Ah bah il y a le pissenlit. Il y a le pissenlit, donc vous faites du miel de printemps quand même. Bah voilà, on a fait un peu de pissenlit, on fait du 130 kilos. Ah ouais. Là, cette année, c'est catastrophique. Une très mauvaise année. D'habitude, on fait du 3 tonnes, 2-3 tonnes. On fait 8 fûts, 9 fûts, 10 fûts maximum. Hein. Voilà. Et ensuite, on enchaîne sur l'acacia. On enchaîne sur l'acacia. Alors ici, tous les ruchers sont sur l'acacia. On a combien d'altitude là? 450. Là, on a 450. Ça monte au-dessus à 600, à peu près 600. Ouais, ok. Donc nous, si tu veux, on fait pas de transhumance. Hein. Oui. Simplement, on déplace les ruches. Les essaims, on les fait dans 2-3 endroits. Et au printemps, ce qu'on n'a pas vendu, on le dispatche dans les ruchers. Voilà, c'est la seule transhumance la plus éloignée. Elle fait 13 km. Hein. Voilà, tous nos ruchers sont dans un périmètre de 13 bornes de la maison. Tous ces ruchers sont sur l'acacia. Ou de la miellerie. Donc, quand ça veut faire de l'acacia, si les ruches sont prêtes, oui, comme l'an dernier, si tu veux, l'an dernier, avec un beau printemps, les ruches étaient magnifiques. Bon, on n'avait pas eu de problème de mortalité. Donc tout était là pour que ça le fasse, et ça l'a très bien fait. Voilà. Et ensuite, l'acacia ronce. Beaucoup ronces et toutes fleurs, ça dépend des emplacements. Et au 15 juillet, c'est fini. Et au 15 juillet, on récolte. T'as des rosiers, regarde où ça grimpe, des rosiers liades. J'ai vu ça là-haut là. Il reste des choses, pas grand chose, mais il reste quand même des rosiers, des choses tout à fait spéciales. Tiens, regarde par exemple. Il a gelé le 8 avril. C'est un rosier qui fait toutes les tiges nouvelles sont rouges. Alors là, on les a taillées à ras, comme ça toutes les tiges sont rouges. D'accord. C'est un séricéa. Donc en fait, votre miellerie est une ancienne roseraie. C'est une ancienne roseraie. D'ailleurs, le nom de notre petite exploitation s'appelle le GAEC de la roseraie. Ok, magnifique. Donc le petit hangar et puis un terrain avec des roses partout. Voilà. Quoi. C'est super. Plus un terrain de l'autre côté encore. Alors là, on a mis nos kiwis. D'accord. Manque de chance, ils ont tout gelé cet hiver. Ouais, celui-ci est un souci, il est en train de se passer. Et notre vigne, on va bientôt pouvoir faire le vin. On va être obligé d'embaucher des étudiants pour faire la... Oh, le cadre, magnifique. Voilà, c'est la terrasse à la verre. Oh, dites donc. C'est là qu'on l'a vécu. D'accord. Bon, ben là, cette année, malheureusement, il reste des hausses. Oui, c'est la petite année pour tout le monde. Hein. Elles sont belles vos hausses, toutes les couleurs, c'est joli. Ah, les ruches sont toutes les couleurs, les hausses sont toutes les couleurs aussi. Ouais. Alors elles ont toutes des tasseaux parce que bah, évidemment on les prend à la grue. Ouais. Voilà.
Et puis comme ça fait 5 ans qu'on a changé de cadre, tu vois, on a encore des vieux cadres avec des hausses comme ça. Le problème, c'est que notre machine est une machine qui est faite pour passer les cadres Hoffman. Alors les cadres Hoffman, on les passe par 8, et après on peut bricoler autre chose. Et les cadres droits, on est obligé de les passer un par un. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que progressivement, on en fait 100 tous les ans pour renouveler tout ça. Oui, d'accord, ok. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Hein. On peut pas tout faire tout d'un coup, quoi. Ouais. Ben voilà, alors on a les chasses abeilles, on fait... tiens, oui, d'accord. Je sais pas si tu peux l'attraper là. Ah, celui-là, oui. Alors l'an dernier, on a eu un petit problème. C'est que quand on fait des grosses mielées comme on a fait l'an dernier, on n'a pas remis de hausse dessous. Tu vois, la dernière récolte, on a eu chasse abeilles. Et le problème, c'est que ça tenait pas. Trop d'abeilles? Ah oui, trop d'abeilles, et donc elles descendaient pas, elles sont mal descendues, on a ramené plein d'abeilles à la miellerie et c'était un sacré problème. Alors que l'année précédente, on avait mis une hausse vide dessous, même si c'est un peu plus de boulot parce qu'après il faut la renlever. Oui. Comme ça, tu ramènes pas d'abeilles. Et dans ce cas-là, t'as pas quand même intérêt à mettre un petit coup de souffleur, même électrique ou quoi? Alors le problème, voilà, c'est simple, quand tu as 3 ou 4 hausses, tu prends 3 ou 4 hausses avec la grue. Ah oui, c'est ça le problème. Camion, tu vas pas t'amuser à tout détailler. Oui, je suis bête. C'est que t'es avec la grue et que tu dépotes pas une par une, quoi. On n'en dépote aucune. C'est-à-dire que on met les chasses abeilles, moi je reviens le surlendemain à 5h30. Et là j'enlève tout, même s'il y a, voilà, même s'il y a énormément, bon, on met 6 palettes sur le camion. Et ça va très vite. Nous, on respecte soit le macet. Le petit macet avec un broyeur pour, tu vois, pour nettoyer le plus gros du boucher. Puis surtout, il y a un copain qui me dit, mais je t'ai croisé l'autre jour en tracteur, tu m'as pas dit bonjour. Je lui dis, mais c'est normal parce que je ne connais plus personne dans ma Ferguson. J'avoue, franchement la classe, quoi. Alors là-haut, tu vois, donc tu as les partitions chaudes parce qu'on réduit tout sur 8. Ah ok. Donc on met 2 partitions chaudes qui sont faites avec des vieux cadres droits puisqu'on a changé les cadres droits. Ok. Et tu as aussi les tapis parce qu'on met un tapis pour l'hiver, c'est du double bulle sur le dessus. Sur le dessus, ok. Sur le couvre-cadre ou non, sur les non, cadres? Directement sur la grappe. Ah oui, d'accord. Directement sur la grappe et après, tu as vu, elles ont tout un plastique. Donc au printemps, on enlève ce papier, ce bulle et puis on met le plastique. On met le plastique, ok, ouais, ça marche. Voilà, bon, bah, sinon, le camion... Ouais, camion, et puis la... si tu veux, nous, voilà, Iveco, parce que c'est costaud. Ah ouais. Mais c'est costaud. Ah ouais, non, mais on est bien d'accord. Comme on a parlé par mail de l'Easy Loader, là, tu me disais, bah oui, ça marche aussi, quoi. On est très contents. Alors, cette année, là, il y a eu des petits soucis, il faut bien la connaître, mais après, ça fait vraiment un boulot. Moi, j'ai 2 hernies discales, je voulais plus rien soulever. Oui, bah... Donc, maintenant, on ne soulève plus rien. Je ne soulève plus une hausse. À la miellerie, c'est pareil, on ne soulève plus rien. Voilà. Et tu fais un boulot, tu rentres le soir, t'es pas pilé, quoi. Tu rentres chez toi, voilà, même pour déplacer les ruches, nous on a des palettes de 2, un peu comme les palettes du Bassigny. Oui. Donc tu les prends par 2, voilà, les pieds sont réglables. Tu peux faire ça tout seul. On peut aller voir en face. Et tu te fusilles pas. Ouais. Maintenant, bon, c'est un coup. France Agrimaire aide. Ouais. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'on aurait investi beaucoup plus tôt dans la grue. Mais voilà, on avait un vieux jumper 4x4, on chargeait tout à la main dedans. Et même au départ, dans la Nevada, on chargeait les hausses dans la Nevada. Au départ. Alors, bonjour les vertèbres. Et en fait, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui vont regarder ça, vraiment, plutôt que de financer des postes de miellerie pour avoir des belles mielleries, nous on faisait 10 tonnes de miel avec un petit extracteur 24 cadres et des couteaux. Et bien plutôt, il faut mieux investir dans une grue parce que vous allez vous économiser physiquement. Puis quand vous arrivez à nos âges canoniques, et ben... Vous êtes tout jeune encore. Tout jeune. Non mais... Voilà dans la miellerie. Alors ça c'est la chambre froide. C'est pas la miellerie, c'est le hangar et la miellerie se trouve là derrière. Et d'accord. La chambre froide est vide. Ouais, où tu gardes tes fûts de miel normalement. Non, on stocke. En fait, ici on ne stocke que des capes de miel en général. On va sentir que ça fait un bruit du tonnerre. Ouais, ok. Et alors parce que si tu veux, en bio... Pour la teigne aussi, quoi. Pour la teigne aussi. Et puis nous, si tu veux, alors on disait qu'on égalisait beaucoup. Sur des grosses années comme l'an dernier, on a enlevé... Ça, s'il te plaît, faut pas causer en même temps, parce que là, Mais non, mais... alors, je disais, par rapport à l'égalisation, 2018, c'était une grosse année. Et sur des grosses mielées comme l'acacia, nous, en tout cas, à notre endroit, on se retrouve des fois avec des ruches qui ont 4 cadres de miel, plein.
Donc nous, on enlève les cadres de miel et on les met là. Voilà. Et on a eu la chance en 2018 de pratiquement pas nourrir. On n'a presque pas nourri, donc si tu veux, notre chambre froide était pleine de cadres. Donc on s'est dit, alors là, on est les rois du pétrole. Sauf que cette année, on a nourri jusqu'au 28 mai. On avait presque 4 tonnes de miel, on a redonné tout, il n'en reste plus rien. Ouais. Alors voilà, on était prêts, parce que sinon, quand on manque, on est obligé d'acheter du sucre bio. Alors oui. Dans les mauvaises années, on achète du sucre bio. Mais si on peut éviter d'acheter du sucre bio, on évite. Donc le moyen, c'est de stocker des cadres de nourriture. Alors, quoi. Pourquoi on fait ça aussi? Attends, on stocke des cadres de miel, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais ils sont cinglés, au prix de l'acacia en bio, ils refilent des cadres de miel d'acacia au Non, mais non. Mais non, c'est pas qu'une question d'éthique, c'est aussi une question pratique. La machine ne prend pas les cadres de corps. Donc, ces cadres de corps qu'on retire des ruches, eh ben, on les met dans la chambre. Oui, puis et on fait aussi pareil avec du pollen, parce que nous ici, elles rentrent tellement de pollen que des fois, elles sont bloquées à cause du pollen. Donc, on enlève des cadres de pollen qu'on redonne aux essaims. Ça, c'est ta vision, mais moi, je trouve c'est très bien de redonner ce qu'elle nous coûte. Oui, puis voilà. ça c'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que certains apiculteurs considèrent qu'on est cinglé. Absolument pas. Etc. Alors par contre, est-ce que si la machine faisait passer les cadres de corps, est-ce que tu les extrairais? Ça nous pose un problème cornélien. Ben moi je le ferai pas. Je ne le fais pas. Je peux pas te dire si tu veux, c'est vraiment, nous c'est comme ça. C'est quand même le bon plan de les stocker très bien. Et de les rendre aux abeilles. Voilà, cette année, pour le moment, on ne l'a pas stocké, hein, autant dire qu'il n'y a rien. Donc bon, ouais, donc ça se pose pas. L'extraction, allez. Oh là, il fait frais. Justement, moi j'avais hâte de rentrer là parce que là, on se respire mieux. Très belle chaîne, dis donc. Alors, on a une belle chaîne qui nous vient du Jura. D'accord. Je fais un petit coucou à Johan. C'est Johan Girard. Ah, c'est Johan Girard, ouais. De Rucher des Deux Lacs. Qui nous a vendu sa chaîne parce que lui, il a racheté autre chose. C'était devenu un peu petit pour eux parce qu'ils ont beaucoup de ruches. Ouais. Mais nous, on en est très très contents. Voilà, c'est donc une machine à désoperculer américaine, c'est une Cowen, avec le déboxeur. Dessous, c'est un fondoir wet template. Oui, c'est dur à dire ça. Hein. Ouais. Et puis tout le reste là-bas, c'est du Thomas. Voilà. Ah non, il y a encore. Ah, puis il y a la potence à Thierry Boyer. Rucher du Bassinet. Ouais. Ça c'est vraiment un ustensile qui est extraordinaire parce que d'autant plus, si tu veux, nous on arrive avec des hausses qui sont collées, puisqu'on ne les détaille pas. Oui. Et quand tu arrives ici, il faut jouer du lève-cadre. Donc tu prends ça avec la potence, tu la mets un peu sous tension, puis juste un petit coup de lève-cadre, voilà. Donc après on pose la hausse, là. Puis bon, là on a le déboxeur. Ouais, donc qui sort les cadres. Je peux le faire marcher, mais il faut que je branche le... Non, t'inquiète, on connaît. Là, il sort les cadres, et puis hop, je te dis, on pousse les 8 cadres. Tu pousses les cadres, ok. On pousse les 8 cadres dans cette machine. Si tu veux, ça nous a bien simplifié la vie, parce que les couteaux, à la fin, on n'en pouvait plus des couteaux. Là, on a un petit truc pour renvoyer les hausses, je les pousse au fur et à mesure sur le chariot, et elles vont là-bas. Le petit couloir à hausse. C'est parfait, quoi. C'est vraiment parfait ce qu'il faut. Là, ça me fait réfléchir à ma... C'est pour les jeunes qui vont faire une miellerie, un petit ustensile qui coûte 130 €, je crois. C'est ça. Parce que ça permet de lever plein de petites choses. Voilà. Par exemple, ça lève le malaxeur. Tu m'étonnes. Combien de fois j'ai galéré avec ça? Parce que ça, c'est pas très lourd, ça fait 15 kg, mais comme c'est fait, ça t'emmène d'un côté. Donc ça, c'est très bien. Moi, je soulève les fûts quand ils sont presque vides pour les vider. C'est pas grand-chose et c'est vraiment... Très bonne idée. Bon, là, on fait du miel crémeux. Voilà, on a eu la chance de faire un stage avec tonton Paul. Je m'appelle tonton Paul Schweitzer. On avait fait un stage avec lui sur les miels. Non, c'est un mec extraordinaire. T'as vu que j'ai fait une vidéo avec la cristallisation. Vraiment, c'est un gars extraordinaire pour l'apiculture en France. C'est vraiment un grand monsieur qui nous avait expliqué comment ensemencer, comment détiger, comment essayer de faire le mieux possible dans le respect du miel, quoi. Donc, on a bien retenu tout ça et on fait scrupuleusement ce qu'il nous a dit. Ouais. Là, on a un déshumificateur parce que il faut, on n'a pas de chambre chaude, donc quand on amène les palettes, on les emmène ici, toutes les palettes arrivent ici, on met le déshumificateur, la clim est on met à 30 degrés et on met le déshumificateur à fond, notamment sur les miels de pissenlit, qui ont tendance un peu à arriver ici à 18,5. Et puis on arrive à les redescendre à peu près à 16, 16,2. Voilà. La mise en pot, on a une petite machine, une filote. On pense que c'est pas parfait, mais ça marche bien. On a déjà ça fonctionne bien. Donc
Puis là, c'était notre ancienne miellerie. Voilà, on a fait 10 On tonnes de a miel ici. officié Ah ouais. là-dedans jusqu'à ce qu'on puisse plus tourner sur nous-mêmes. Oh, punaise. Alors maintenant, en Voilà, fait, c'est là qu'on prépare les commandes, c'est un ça, peu le un bazar. lieu Ouais, où bah, on- s'il faut ça, quoi, on pareil. met, C'est là qu'on le étiquette et miel, qu'on prépare les l'étiquetage. Les cartons, tout ça. Ouais. Donc tu vois, c'est des palettes comme ça qu'on prend avec la grue. Donc il y a des petits trucs, mais ça c'est, voilà les petites pattes comme ça, quand tu les bouges, les ruches, bon tu vois, elle est même pas enclenchée dedans. Mais Bah quand, oui, tu les, j'ai remarqué ça. Ouais, quand tu les bouges, ça tient, quoi. ouais ça tient, ça évite que ça se promène sur le camion. Mhm. Sinon c'est un plancher Nico tout à fait traditionnel. Voilà, on travaille avec une grille à renne. Mais c'est vrai. Que du classique quoi. Que du classique, ouais. La cire, oui, tu m'as dit que tu faisais faire ta cire à façon, comme les autres. Ben, en bio on est obligé, hein. Ouais, Quand on ouais. est obligé, sinon t'es Avec obligé de la d'aller- cire analysée, oui, oui. Voilà, on est obligé d'analyser la cire. Donc ben, si tu veux, l'an dernier on a fait Là, par 500, exemple, 500 kilos de cire, donc celle-là, Ouais, ouais. on en on avait a trop. changé les fiches. C'est beaucoup. Celle-là, En une année ou c'était du... Non, l'an dernier, ouais. Elle a fait. Alors 120. votre système de notation, oui, je pense. Ben, ça, c'est une nouvelle. Je vais te. Regarde. Celle-là, elle avait fait. C'est une quoi? Alors ça, on sait que c'est Aïe. une c'est Brandstrup, Kelbe Brandstrup. Elle est blanche, tu vois, je te disais qu'il en restait quelques-unes. Ouais. Tu sais que l'an dernier, elle a fait 22 kg de printemps, Voilà, ça, c'est 58 une d'acacia, fiche 46 de... Voilà, elle avait fait 126 kg Mhm. l'an dernier. Elle est toujours là et cette année, je crois qu'il n'y a rien dedans. Si, tiens, regarde. Voilà. Oh, un petit peu, ça commence Ouais, ça seulement. commence, Tu mais commences seulement à avoir un peu d'abeilles. Rien à Mais voir par rapport à l'année celle-là, dernière. celle-là, tu vois, elle avait fait 13, 58, 38, 114. Celle-ci, hein. Ouais, ouais. Elle a la de hausse. La reine a voilà. été changée. La reine a tu été vois. changée. Pourquoi? Parce que. Elle était orpheline au Ouais, printemps. Ah ouais, elle ouais. s'est retrouvée orpheline. Tu vois, on lui a remis un Donc, cadre de couvain. là, De toute façon, il y avait pas on de remet vache. systématiquement, SA2. que ce soit une orpheline, une bourdonneuse, Ouais, ça une avance, ruche qui va il y a pas, machin. on va remettre du couvain Oui. avant de faire quoi que ce soit. Avant D'accord. de changer la reine, avant de faire quoi que ce soit, on lui ramène du couvain. Pour qu'il y ait de la jeune abeille, Pour qu'il y ait abeille des au jeunes moment. abeilles, que quand la reine arrive, elle soit tout de suite Pris en charge. accompagnée. Ok. Ah bah, sinon, tu peux avoir la plus belle reine qui est esselée, peu accompagnée, elle va rien te faire. Par exemple, on a un copain qui un jour arrive, il me dit ah j'ai reçu deux souches de chez Brandstrup, il y en a une qui marche bien, l'autre qui marche pas. Je lui dis bah, amène-nous-les, on va regarder. Et il nous amène effectivement deux ruchettes, une où il y avait bien de la population, Mhm. la reine était accompagnée, et l'autre Personne. pas assez de monde. Donc la reine ne pondait pas, c'était moche, et puis après pour rattraper des fois c'est très difficile. Ouais, ça met un peu de temps, C'est ouais, très c'est difficile. sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc, et ce qu'on pratique aussi au niveau de l'apiculture et qui nous a beaucoup aidé, c'est l'égalisation chère aux frères Adam. On égalise Au printemps tant au printemps. Et puis même, mais tout au long de la saison, mais globalement plutôt au printemps. Si tu veux, on égalise au niveau du couvain, bien sûr, mais aussi au niveau de la nourriture. Ah d'accord. On est tout le temps en train d'égaliser de manière à avoir le cheptel, le rucher le plus homogène, Mhm. parce qu'après ça nous facilite évidemment le travail. Bien sûr. Mais alors Et- les âges des reines différents ne gênent un peu pour ça, non? Justement, Pourquoi? sur cette homogénéisation. Pas du tout. Non. Parce que si on a gardé par exemple une blanche, une vieille dame, on l'a gardée parce qu'elle est aussi efficiente qu'une jeune. Oui. Donc le problème ne se pose pas. Ok, si ok. tu veux. C'est juste d'avoir le bon œil de C'est- l'apiculteur au moment où Si tu le tu- fais, voilà. quoi. Si tu veux, tu peux tout à fait. Alors ça nous arrive presque plus, mais on en reparlera de l'histoire du varroa. Mais avant, on avait des fois, tu sors de l'hivernage avec une petite grappe et puis une reine dont tu sais ce qu'elle a fait l'année d'avant et qui pond très bien, mais elles Oui. font ça. Mais t'as ça, oui. Et t'en as une à côté qui a déjà cette cadre de couvain. Donc tu vas travailler sur les sémages, on va prendre du couvain. Alors ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas du couvain de celle-ci pour mettre dans celle-là. Oui. On prend du couvain là, qu'on met dans le camion, dans une ruche. Voilà. Et puis on en fait comme ça, on peut remplir 3-4 ruches, et puis après on va dans les autres ruchers. Oui. Et on égalise tout, c'est-à-dire qu'on va se décider, on regarde 2-3 ruches, Qu'à et on, telle date, elles on sont décide sur 4. qu'elles soient sur 4 toutes. D'accord, Donc ok. celle qu'on a 7, on va lui en enlever 3, celle qu'on a 3, on va lui en remettre un. Oui. Ok, ok. Et on égalise comme ça. Et si tu veux, là, celle qui est comme ça, si tu veux, pour partir, elle aurait mis un temps fou. Qu'est-ce que vous en faites alors? Tu lui ramènes 2 couvains, Ouais, mais elle n'a Alors- pas assez d'abeilles pour les tenir aussi. mais parce que tu ramènes des cadres avec des abeilles. Ah. On met des cadres avec les abeilles et on encage la reine. Ok. On encage la reine parce que bon, sinon, Pour être sûr. voilà, tu sais très bien que tu Ouais, peux t'en ouais. faire péter quelques-unes. Et ta machine, un mois après, souvent, tu vas lui reprendre un cadre de couvain Ouais, mais tellement là, ça l'a elle est lancé. repartie, ouais. Ça t'évite d'avoir des abeilles, des reines ouais. qui vont mettre très longtemps à se lancer. Oui, ça c'est Et vrai. t'arrives, nous, le but c'est la mielée d'acacia. Donc il faut qu'elle soit prête sur la mielée d'acacia. Donc on a intérêt à tout égaliser. On le fait beaucoup moins parce que c'est vrai qu'avec ce traitement varroa, on a des beaucoup plus belles ruches. Et globalement, on est a arrivé moins. au printemps, il y avait 10 ruches qu'il a fallu aider. Voilà.
Ce qui est très très Mais peu. par parce exemple, que Punaise. quelques années avant, là on faisait vraiment de manière beaucoup plus assidue cette égalisation qui était très profitable pour nous. Mais maintenant, effectivement, on le fait moins. Mais on l'a toujours en tête. Voilà, Ouais, c'est ce que je veux Par dire. exemple, on est arrivé dans un rucher, une ruche magnifique qui était en train de crever. Mhm. Crevait de faim, tiens, il restait ça. Il y avait ça d'abeilles mortes dans le fond. Oh punaise. On a tout nettoyé, on est allé chercher tout de suite 2 cadres de couvain. La reine était très bonne, on le savait. On l'a encagée, on a mis 2 cadres de couvain. On est repassé 10 jours après, on lui en a recollé 2. Et puis tout à l'heure, tiens, on peut aller la voir. Je sais pas, elle va peut-être avoir une deuxième hausse. Si on n'avait pas fait ça, elle bah, aurait mis un temps elle fou. aurait rien fait, Elle aurait mis ouais. un temps fou. Donc, alors après, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat d'aider avec des abeilles. Alors on fait souvent aussi, on ramène un cadre de couvain sans abeilles. Ça dépend ce que l'on veut, Oui. s'il y a assez d'abeilles. S'il n'y a pas assez d'abeilles, évidemment, c'est bien de ramener avec le... Mais alors quand vous égalisez, que vous enlevez du couvain dans vos ruches, vous prenez les abeilles avec. On prend les abeilles avec, ouais. Ça La t'oblige à plupart chercher du la temps. reine. La plupart du temps, La plupart mais, du temps, mais oui. pas toujours. Alors ça, Et ça c'est l'œil de l'apiculteur, oui, on est mais alors d'accord. ça, je dis bien que ça, tu le fais avec des abeilles qui sont douces. Ah ben, Tu fais ça avec de la carne, tu te fais bouffer les reines à tour de bras. Mais ce qui se passe, c'est que quand on doit, par exemple, aider une jeune reine, elle est encore pas très bien, très stabilisée, très posée. Là, on encage dans une petite gibisette de manière à sécuriser l'affaire, quoi. Parce que, mais avec une reine en ponte depuis un certain temps, elle dégage suffisamment de phéromones pour être donc, accepté, quoi. pour être acceptée. Enfin, en Donc tout cas, c'est un pas se peu faire au cas bouffer. par cas et ça dépend voilà, de ce qu'on De la traite, finalité. quoi, Ouais, voilà. d'accord. Super. Vous voyez, C'est pas moi qui m'occupe des essaims, c'est essentiellement elle. Mais moi, quand j'arrive, je sais que là, il y a un souci. il y a en train d'être travaillé. Alors tu regardes, C'est le marquage Tu avec vois, l'élément rouge là. tu sais que le 7 du 6, il y a une CR Buck qui a été mise. Après, il y a un petit V, ça veut dire que l'émergence a été vérifiée. Mhm. Donc qu'elle est née, mais par contre, qu'elle est peut-être pas encore en ponte. En ponte, ou oui. en tout cas, il faut la vérifier. Il faut aller voir la Et suite. ça, c'est bien dans les ruchers, dès qu'il y a un problème, on met une pastille. Alors elles sont toutes les couleurs, hein, ça n'a pas tellement d'importance. C'est la D'accord, oui, Tu c'est vois, pas là-bas, il est le. jaune, tu vois. Là-bas, il est C'est le marquage jaune. qui compte, une bleue là-bas. Donc, Ah oui, tout d'accord. ça va être plein. Normalement, il y a à peu près 100 essaims ici. Voilà, puis après 100 essaims un peu plus loin. Et puis- Alors, tu vois, il y en a qui sont peuplés, d'autres pas. Enfin, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on regarde? N'importe on regarde. On Ouais. réduit les entrées. Alors on réduisait avec du scotch, mais tu vois le problème après, c'est emmerdant. Mais quand on fait Non. des essais, on fait beaucoup d'essais à un cadre. Donc il faut toujours proportionner l'entrée à la Oui. population. Et Et le alors notre scotch, stagiaire, comme quoi que ça sert d'avoir des stagiaires, il nous a dit ah mais avec les réglettes là pour solidariser les feuilles de papier, Ouais. il les coupe. Et puis en fait, on les met, et puis c'est coulissant. Elles étaient là-haut, t'as pas fait gaffe. Mais... Non, j'ai pas fait gaffe. Et puis comme ça, on peut les enlever. Ok. C'est mieux que le scotch. Oui, parce que le scotch, c'est un peu. Ouais, Ouais. ouais. Parce que là, ce sont des essaims qui sont On va sur parler du combien? traitement. Quand vous les faites sur 6 cadres, hein? Direct? Non, pas Non, du non, tout, non. du tout. D'ivoire. Ils sont faits en ruches C'est très partitionnées. variable. Donc là, on a 2 partitions. Ouais, de chaque côté. Et puis, on peut les faire sur un cadre. Ah oui? Et on joue de l'accordéon. On les écarte au fur et Ouais, à mais alors mesure. sur un cadre, ils sont très tôt en saison à ce moment-là. Ah oui, oui, mais Oh, nous, on fait ouais, toute ouais, une série. jusqu'au Ceux de début juin. printemps, ils Même sont début juin, faits tu peux encore. sur un cadre. Ok, ok. Et ensuite, bien sûr, un cadre de couvain. Après, on leur Oui. met même du Non, mais miel, attends, du pollen. attends. hein. Un cadre de couvain naissant. Naissant. Naissant, ça c'est C'est-à-dire que parce que sur un cadre de couvain naissant, tu n'auras pas beaucoup d'abeilles. Tu vas donc mettre ton cadre là-dedans, tu vas te dire ça n'a aucune chance de survie. Et quand Et tu on- reviens le lendemain ou 2 jours après, toutes ces abeilles sont nées. Ouais. Et tu as mis ta cellule. Et voilà. Et écoute, j'ai oublié le lève On cadre. n'a pas de lève-cadre et pas de Ah, merde. Au niveau du bio de la certification, ça se Non. passe comment? Vous avez un contrôle chaque année alors? Ouais. Ouais, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, ils nous contrôlent les ruchers, ils nous contrôlent notre comptable, bien sûr, etc. Ok, ok. Voilà quoi. Alors Ils je suis demandent des analyses aussi. Ouais, c'est normal. Je suis Donc, impatient qu'on parle de ça. Là. Voilà, Ouais, donc on on va fait y des venir. essaims précoces au printemps, sur un cadre, sur 2 cadres, voilà, ça dépend. Cette année, je crois qu'on les a fait plutôt sur 2 cadres parce que bah, c'était un peu tendu, quoi. Oui. Un miel pollen, 2 partitions, une cellule à 10 jours, et c'est parti. Après, contrôle d'émergence, contrôle de ponte, et en fonction des besoins, on agrandit. L'émergence, vous contrôlez à J plus combien? 12, 13? Voilà.
Juste le lendemain, je veux dire, le surlendemain. Ouais, exactement. Ouais. Ok, ok. Et puis je vais te dire aussi, il y en a qu'on contrôle un peu plus tard parce que si ça a été fait dans un rucher éloigné, je vais pas. Ouais, il y a des histoires de planning, de temps, de pour tout ça. 2-3 cellules, hein, ça c'est évident. Mais dans l'idéal type, oui, on essaie de le faire le plus tôt possible pour pouvoir agir sur la ruche s'il y a un problème d'émergence. Hein, mais ça se fait relativement rapidement, effectivement. Cet essaim-là, il a été fait quand au niveau des... Cet essaim-là a été fait. Non, c'est sur le toit. Non, 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 non. C'est là. Le 10 du 5, elle a reçu la cellule. Ouais, le 10 du 5, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il est constitué. Et c'est systématique des cellules à J+10, hein, c'est ça que vous faites? Ouais. En général, systématique, non. Non, non. Parce que... Ça nous arrive de mettre des J+2. Ouais. Ou J+3. Ça, c'est suivant si le planning est un peu forcé comme l'année dernière, on court partout. C'est ça. Il y a plusieurs. Voilà. Je sais pas ce que ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, on va voir. Donc ça, c'est un greffage sur la meilleure de l'an dernier. Oui. Bon, ça tient bien le cadre, c'est doux. Après, le couvain, il faudrait trouver quelque chose d'un peu plus operculé. Où elle est là, ma main? Ça va en tout cas. Ça, c'est une expérience. Bah écoute, ouais, je pense que ça va être beau pour le moment. Ils ont mis un peu de pollen un peu partout, mais bon, écoute... c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Voilà, puis surtout, bah, c'est pas trop agressif. Non, ça tient bien. Bon, ça tient que moyennement bien le cadre, parce que tu vois, ça bouge un peu. Ça bouge un peu, mais bon... Bon, quand même, ça va. Ça va. Bon, ça c'est un essaim qui va marcher, hein. Vous êtes oui, là, c'est ça va. tranquille. Alors pourquoi, question bête, hein, pourquoi 2 partitions plutôt que les caler tout à gauche ou tout à droite et puis mettre qu'une seule partition? Léandre, pourquoi pas? Allez, salut, bonne fin de journée. Non mais attends, aussi quand même, quand tu commences avec un seul cadre, il faut qu'elle soit bien au chaud. Là, je t'ai même dit qu'elles avaient une couverture par-dessus. Donc si tu mets 2 parties oui, chaudes, là on était début mai, oui, il faisait pas forcément super. Oui, c'est vrai. Terrible. Surtout quand tu commences avec un cadre. Si tu commences avec 2 cadres, c'est moins nécessaire. Je vais répondre un peu plus sérieusement. Tu vois, on rétrécit l'entrée aussi. Méchamment. Ah, c'est pour que ça corresponde aussi à l'entrée. Si tu la mets là, puisse regarde, quand même rentrer de manière centrée fermé, aussi. Oui, Là, on les débute sur 3 trous. Hein. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut... Peu importe, hein, oui, faut pas vous embêter. PS22 du 4. Peut-être qu'elle sera plus développée. Ah, mais on se brûle. Ça brûle, hein? Ouais. Moi, j'aime bien travailler avec les gants, pas simplement parce que... Pas... Ouais, ça abîme les mains non plus. Sinon, on est tout le temps en train de s'empapaouter les mains. Donc là, on est sur une autre souche, une buck aussi. Mais là, c'est du F1, alors que là-bas, on est déjà en F2. Hein. Oui, forcément. Oui, puisque ça, c'est une fille de la plus belle de l'année dernière. Voilà. Ouais. C'est peut-être le moment de parler du traitement varroa. Eh bien alors je suis très curieux qu'on en parle. Donc ce qu'on voit là, les gens, la longette bleue là, fait partie du traitement qui est une procédure annuelle. On va déjà assister là-dessus. C'est pas juste un traitement une fois par an et puis vas-y je te pousse et on n'en parle plus. C'est quelque chose de très surveillé chez vous, très technique. Et je suis bien content qu'on soit là pour en parler. Alors déjà un petit coup d'œil sur les seins, et tout beau ça. Impeccable. Voilà, une petite cocotinée là, juste là. Ouais, ça commence. Bon, c'est des essaims cette année qui ont quand même un peu souffert. Un peu souffert parce qu'on a eu durant tout le printemps un méchant vent du nord qui faisait que ça ne mielait pas, qui faisait qu'elle ne pouvait rien rentrer. La reine est là. C'était difficile. Ouais. Une jolie tigrée. Voilà. Donc, au mois de juin, sur les ruches et sur les essaims, bien sûr sur les essaims on met qu'une demi-lingette alors que sur les ruches on en met 2. On pose ces lingettes glycérinées à l'acide avec acide oxalique et on les laisse un mois. Et elles commencent, là vous avez vu, elles commencent déjà entre les intercales à les grignoter. Même 6 semaines, ouais. Alors, donc elles vont grignoter tout ça petit à petit et ça va faire chuter les varroas, pas de manière flash tout au long. Et c'est au bout de 45 jours que on peut considérer qu'elles ont été entre guillemets traitées. Et ça c'est une première phase pour permettre
au mois de juillet, à partir du 15, l'encagement des rennes. Ok. Donc elles ont déjà été partiellement assainies Ok. et ça leur permet de supporter l'encagement durant 21 jours. Suite de quoi, après elle est libérée et on pratique à 21 et 4 jours plus tard un traitement par dégouttement à l'acide oxalique pour les nettoyer. Je voudrais dire quelque chose. Le gros avantage de ces lingettes, c'est qu'on intervient à un moment où d'habitude, on ne fait rien. Parce qu'il faut bien voir qu'avec ces lingettes, on peut, et c'est ce qu'on fait, on met ces lingettes alors que les hausses sont dessus. Ça veut dire qu'on fait un traitement varroa tout en faisant la récolte. Et on sait bien que c'est à ce moment-là qu'il y a le pic de varroa. Et donc là, même si on ne le traite pas à 100%, on casse cette dynamique varroa. À un moment où d'habitude on faisait rien. Alors le protocole, et le fait que ce soit des lingettes bleues, tout ça, elles viennent d'où? On en a parlé d'où ce matin, mais... Voilà, c'est des lingettes Scott qui viennent des États-Unis. Oui. Et ce sont exactement les mêmes lingettes que la personne qui a inventé ce protocole, qui s'appelle Randy Oliver, utilise. Oui. Donc, étant donné qu'il a pesé la glycérine, l'acide oxalique avec ce type de support, on a préféré acheter les lingettes, les mêmes lingettes, pour être sûr de respecter le protocole. Là, c'est très bien, moi je trouve. Hein, Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un effort... Comment? Les dosages. Les dosages, on verra ça à la maison parce que je ne les retiens pas par cœur. Oui, puis c'est bon, c'est pas que c'est anecdotique, mais enfin c'est important. Mais dans ce cas-là, on va les trouver sur le net, sur le site de Randy. Tout à fait, on trouve tout sur le site de Randy, mais après bon, c'est en anglais, mais c'est pas un problème. Oui, alors il faut expliquer que c'est un apiculteur américain. Alors Randy Oliver est un apiculteur californien qui fait de la recherche sur le varroa, bien sûr. Et qui travaille sous l'égide d'un institut de recherche qui lui permet d'être, entre guillemets, agréé parce qu'il fait de la recherche. Et ce qui est génial avec ce gars, c'est qu'il divulgue gracieusement sur le net les résultats et l'état de sa recherche. Donc nous, on a pratiqué ces lingettes avec la posologie d'il y a 3 ans, qui a évolué. Cette année, on a fait évoluer un petit peu aussi les proportions. On verra le résultat si c'est mieux que l'an dernier. Mais voilà, quoi. Mais déjà, avec la première mouture, les proportions de la première mouture, ça fonctionnait très bien. C'est celle qu'on a utilisée les deux dernières années. Comptage varroa, vous faites comment? Sucre glace. Sucre glace. Voilà. On n'en fait pas, à mon idée, suffisamment. Parce que c'est contraignant, parce que ça prend trop de temps. C'est contraignant, mais si tu veux, quand on en fait et on voit que la charge est basse, ce qui a été le cas, on avait des charges basses, on ne s'est pas affolé plus que ça. Voilà. Mais il faut aussi dire une chose, c'est qu'on a commencé ce traitement suite à notre grosse mortalité en 2016 et on pense qu'en ayant perdu 320 ruches, on a perdu beaucoup celles qui étaient vérolées. On a fait de la sélection varroa. On a fait de la sélection anti-varroa. Mais vous êtes reparti sur ce qui restait ou vous avez racheté des souches aussi? Non, on est reparti sur ce qui restait. Alors ça rejoint un petit peu ce qui a été dit la semaine dernière, de dire à un certain moment, il faut laisser crever ce qui crève et repartir de zéro, quoi. Si on prend le cas de Cuba, oui. Effectivement, eux, ils sont repartis sur leur matos après qu'ils aient été décimés. Mais ça veut dire qu'on a eu un nettoyage qui a été effectué, même s'il n'a pas été voulu. Mais alors, au cours des 2-3 années qui suivent, vous vous faites réinfester par les varrois qui sont en France, comme tous les autres apiculteurs aussi, non? On ne vit pas sous une cloche, bien sûr. Mais je pense que si on arrive à maintenir dans nos ruches un seuil très bas, la réinfestation, je dis qu'elle est négligeable. Et c'est là que le protocole est rentré en compte. Hein, donc je pense que oui. Il y a une logique, oui. Alors attends, on va expliquer l'encagement parce que si tu veux... Oui, alors... c'est tout un ensemble suite à la glycérine, vous allez encager les rennes. Mais alors bon, il y a 2 hausses, il y a 3 hausses. Donc ce qui se passe, c'est que on va soulever les hausses avec la grue et on ne va pas récolter. Pourquoi on ne va pas récolter? Parce que toutes les abeilles qui sont dans les hausses, elles ne sont pas dans le corps. Donc pour trouver les reines, c'est beaucoup plus facile. Donc on les met de côté, on cherche la reine, et là on l'encage, et on replie, on remet les hausses dessus. Type de cage? C'est la cagette chinoise, alors j'en ai pas là, mais je te la montrerai à la maison. C'est une petite cagette extensible comme ça. On pourra faire tout l'historique, on peut en reparler tout de suite après. Donc si tu veux, la reine est encagée, on a reposé les hausses dessus. Donc il faut qu'on fasse tous les ruchers comme ça. Ça nous prend à peu près 8 jours. Et donc 8 jours après, on revient, on soulève
toujours les hausses avec la grue. Et là, on va prendre 2 cadres de couvain pour faire des essaims. L'avantage d'attendre 8 jours, bah, vous comprenez, hein, on ne risque pas qu'elle nous fasse un élevage. Et en même temps, ça va nous permettre de traiter le varroa des essaims juste avec un oxalique. Pourquoi? Parce que ces cadres ont déjà 8 jours. On va faire un essaim, bon, on mélange les cadres hein, quand on fait des essaims. Oui. Mais on va mettre une cellule, le temps que la cellule naisse, le temps qu'elle se fasse féconder, on a à peu près les 21 jours. Ça, c'est pas mal. Et globalement, on met un petit coup d'acide oxalique et là, c'est très, très efficace. Par dégoûtement, ouais. Par dégoûtement. Voilà. Donc ça, on a mis 2 partitions chaudes. À partir du moment où on a fait tous les essaims, à partir du moment où on est un peu plus tranquille, on va venir chercher les hausses avec le chasse-abeille. Voilà. D'accord. Mais on ne fait pas le contraire. Et à ce moment-là, on est à combien de jours? Ah bah alors ça, c'est variable. Si tu veux, après, on n'est pas pressé pour récolter. Hein, c'est quand on a du temps, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on profite de l'encagement pour changer les reines. Évidemment, au bout de 8 jours, elles n'ont plus la possibilité d'élever. Donc là, c'est très facile de dire cette ruche-là n'a pas fait la moyenne, elle a voulu essaimer, il y a quelque chose. Donc tu prends ta cagette, tu attends 2 jours, parce que cette ruche n'est pas orpheline. Hein, si tu prends une reine que tu la remets, tu vas te la faire. C'est ce qui nous est arrivé, on a essayé. Hein. La reine est encagée, elle est dedans. Hein, oui. Donc, mais la reine, on l'enlève, on attend 2 jours, et là tu mets soit une cellule, soit une reine de nuque en ponte. D'accord. Voilà. Ça représente beaucoup de changements sur votre cheptel? Un tiers tout le temps minimum. Ouais, hein, je pense. Une centaine ouais, c'est ça à peu près, entre 100 et 150. Ouais, à peu près. Ok, voilà. Ok, ça fait du boulot hein, quand même. Hein, oui, donc une fois que tout ça est fait, on peut récolter, on est un peu plus tranquille si tu veux. Ok. Les essaims sont en place, ils ont tous reçu une cellule, on peut récolter tranquillement et surtout il n'y a rien qui presse. Hein, parce qu'en plus de ça, des ruches que tu as réduit sur 8, qui n'ont plus de reines, donc toutes les ouvrières qui s'occupent du couvain, globalement, tu n'as plus que du couvain operculé, elles vont passer butineuses. Donc elles peuvent encore te faire du miel. C'est pas trop notre intérêt parce que nous ce qu'on veut c'est qu'elles blindent le corps. Donc on arrête à peu près au 14 juillet, maximum au 1er août on a enlevé les hausses. C'est pour éviter le nourrissement? Pour éviter le nourrissement au maximum. Et ici on a la chance d'avoir des arrière-saisons encore très fleuries, tu vois, encore avec beaucoup de trèfle blanc, avec du lierre, avec beaucoup de choses, et des miellas. Donc des fois on est très surpris avec des ruches qui arrivent à 38-40 kilos en fin d'été. Voilà. Ah c'est top. C'est top, c'est pas toujours comme ça. Oui, mais quand ça arrive c'est top. 2018 par exemple c'était ça. 2018 c'était ça. Bon, ok. Alors, oui, je voulais en revenir à l'histoire des cagettes. Notre engagement là, oui. L'histoire des cagettes, parce que bon, on avait eu un petit conflit. Alors l'histoire des cagettes, on avait donc appelé Giovanni Guido qui nous avait un peu expliqué, puis comment Alain Mouraré aussi, qui est très bon copain, un Italien, apiculteur à Florence, spécialiste de l'engagement. Ils connaissent bien l'engagement, ils pratiquent ça depuis longtemps. Donc la Scalvini, au départ ils utilisaient la Scalvini, donc qui est une cage italienne, qui est une cage qui, la reine continue à pondre à l'intérieur, mais les alvéoles sont pas assez hautes et donc ça avorte. Ils peuvent pas operculer. Ouais. Mais c'était de dire la reine continue à pondre. Voilà. Après, ils ont abandonné la Scalvini, ils ont acheté des petites cagettes chinoises mais en bambou. Alors le problème c'est qu'il y avait à peu près 5% d'évasion parce que comme c'est des cages qui sont faites artisanalement, eh ben voilà, il y avait 5% des reines qui se sauvaient. Et ils ont fini par acheter ces petites cages plastiques qui sont tout à fait pratiques. Bon, c'est très sommaire et fragile, donc il faut les vérifier avant de mettre une reine dedans, qu'il n'y ait pas un barreau d'écarté ou un truc comme ça. Mais si tu veux, il y a eu une petite discussion avec un collègue une fois qui lui est un chancre de la Scalvini parce qu'il disait que les reines ne se remettaient pas en ponte si on les bloquait totalement. Chose qui est totalement faux. Nous, elles se remettent très bien en ponte, et non seulement ça, mais je pense qu'elles se remettent encore plus en ponte, du fait que tu les as arrêtées totalement. Alors qu'elles sont en pleine ponte, hein, on est bien d'accord. Elles sont en pleine ponte, elles sont au 14 juillet, elles sont encore en pleine ponte, et là tu les arrêtes comme ça, et donc elles se remettent très bien en ponte. Et eux disaient qu'il fallait à tout prix avoir des Scalvini, parce que comme elles pondaient toujours un petit peu, on était sûr qu'elles se remettraient bien en ponte. Oui, d'accord. Donc voilà, simplement la Scalvini elle vaut 5 €, la cagette chinoise elle vaut 30 centimes. Voilà la différence. Le gars qui a mis le ruche, il a vite fait de faire le total. Surtout que moi je dis qu'elles se remettent très bien en ponte avec ces petites cagettes chinoises. Voilà. Ok. Ce qu'il faut peut-être ajouter par rapport à ces cagettes chinoises, c'est que certains la placent en tête de cadre. Nous, on rajoute un petit bout de fil de fer et on descend la reine au milieu du couvain. Le mieux c'est sur des œufs. Et où on a le plus de chances que ça aboutisse, c'est vraiment sur
un cadre de couvain avec des œufs fraîchement pondus. Pourquoi? Parce qu'il y a les jeunes abeilles à côté? Voilà, Parce que il tu as y a les jeunes l'échange de abeilles à phéromones côté, qui et se puis fait parce que le jeune couvain, il attire. Tu vois, donc Oui. il y aura un échange de phéromones qui se fera plus à cet endroit-là. On s'est aperçu en faisant les essaims au bout de 8 jours que des fois tu as des cellules. Mhm. Elles font des cellules, mais rarement où est la reine, elles font des cellules sur les extrémités. Oui. Et si tu les laisses, tu reviens au 15e jour, elles ont pété les cellules. Parce que si tu veux, je pense que les abeilles qui étaient au bout, vu que la reine se déplace, Sont retournées. Ouais. elles sont revenues à un moment au milieu et elles se sont aperçues que leur reine était là. Voilà. Ah, c'est C'était ouf. la première année sur 400, on a eu 4 reines mortes, dont 2, eh ben, il y avait une supercédure au moment où on a encagé. Donc évidemment, quand tu cherches une reine marquée, tu ne vas pas en chercher une deuxième. Et puis 2 autres, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est-à-dire rien, pratiquement rien. Alors qu'il faut bien voir qu'on encageait 400 reines, c'était la première fois. Et je dois dire qu'on n'était pas fiers parce qu'on avait, on avait vraiment peur que ça se passe mal, malgré les copains qui disent « Mais les copains, ils sont là-bas en Italie, ils sont là-bas dans le Jura, c'est jamais la même chose que chez toi. » La première année, vous n'aviez pas fait les lingettes, vous avez encagé Non. directement. Si. on La n'a première jamais fait fois, l'engagement on a sans fait, lingette. on a fait les lingettes et l'encagement. Et la somme des deux, si tu veux, on en est très très en content. fait, c'est nous qui avons jumelé ces deux processus, si tu veux, un peu par un heureux hasard, on va dire. Et hein. puis par un peu Parce qu'il y a ce désespoir de Clément cause. Koenig, C'est c'est à l'ombre. cet ami apiculteur qui nous a parlé des lingettes. Et par ailleurs, on voulait pratiquer l'encagement parce que C'était Fabien, ouais. Lécuyer qui nous en avait parlé. Oui. Et donc, nous, on s'est dit, on va faire les deux. Et c'était... C'est aussi de se rendre bien. compte que l'encagement seul, si les ruches sont pourries de varroa, ne fonctionnera pas. Bah, tu Voilà, feras crever les ruches. complètement, Tu feras crever les complètement. ruches. Pour c'est quelle sûr. raison? Bah, parce que Parce tout le que, varroa, tous les voilà. varrois qui sont dans le couvain se retrouvent des varrois phorétiques. Donc tu te retrouves, si vraiment tu es vérolé à 3-4 varrois par abeille, elles ne supportent pas. Et là, c'est un effondrement. On a un copain qui Très s'est rapide. arrivé. Très Donc rapide. il faut à tout prix soit faire un comptage avant de faire l'encagement, soit faire un système comme les lingettes qui va nettoyer un petit peu. En tout cas, nettoyer de façon à ce que l'encagement soit supportable par la ruche. Alors oui, juste une petite rajout là, que je disais, c'est de... attention les gens, alors, on est sur une vraie méthode de pourchasse du varroa. Je sais pas comment On dire. n'est pas des apprentis sorciers. Ouais, On ouais. essaye de faire, nous, on a eu cette méthode qui était une méthode précise. On a appliqué cette méthode précise au point qu'on a acheté les mêmes, Lanière, les voilà. mêmes lingettes que Lingettes. lui. Et on n'a pas essayé de faire de digression par rapport à ça. Voilà, Et donc là, on a fait ces nouveaux dosages parce que lui, il évolue dans son expérimentation. Randy, oui. Randy Oliver, je pense que dans toutes les situations comme ça, par rapport à son cheptel, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux. Il ne faut pas être un apprenti sorcier. Voilà. Hein, il faut vraiment essayer de faire quelque chose de rigoureux, prendre des conseils autour de soi. Et là, en tout cas pour ça, ça a très bien marché. Voilà, et éviter, donc ça c'est le message qui s'adresse à tous, de pipoter ou de, je sais pas, de dire, bah tiens, Bidouiller dans sa cuisine. de bidouiller dans sa cuisine. Merci, voilà. Et je pense que le message est important. Voilà. Très, ouais. Alors, je te disais tout à l'heure qu'on pouvait peut-être encore améliorer le modèle avec les cadres à mâles et en castrant le couvain de mâle. C'est-à-dire que vu qu'on casse des cellules et que globalement on passe tous les 6 jours, mettre un cadre à mâle, mettre un cadre de hausse, hein, le peindre d'une autre couleur, parce que vous avez vu, ils sont marqués couleur de l'agneau, on pourrait le peindre en orange, et toutes les 2 passages, c'est-à-dire tous les 12 jours, castrer le couvain de mâle qu'elles auront fait dessous. Nous on ne le fait pas, mais je pense que on sait que quand on a castré 3 fois le couvain de mâle, c'est 15% de varroa en moins, à peu près, hein, c'est ce que j'ai dit. Ce serait une addition mécanique à la lutte contre le varroa. C'est biomécanique et donc il n'y a aucun apport de produit, il n'y a rien, ça peut être intéressant. Après, il y a la gestion des mâles aussi, hein, dont il faut penser. Ce faisant, là, Pour la fécondation, tu dis? Oui, pour la fécondation. Donc, tu vas quand même enlever du mâle en sachant qu'elles en font quand même un peu, elles en mettent un peu partout. Hein. Oui, je précise que tu dis passer toutes les 2 fois, c'est-à-dire 12 jours et castrer ce couvain de mâle, parce que vous passez, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, vous passez tous les 6 jours, Pour casser les cellules d'essaimage. Ouais. C'est votre moyen de prévention d'essaimage sur les ruches de production. Moyen de prévention, si tu veux, on va chercher du couvain au printemps. On voit bien, tu sais, celles qui partent trop fort, on enlève des cadres de couvain. On égalise d'abord On et égalise. ensuite on enlève. Des cadres de couvain. Quand tout a été égalisé, on enlève les... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer faire les cellules, par exemple, des années comme ça. Ça les ou- empêche pas. Alors une année Ça les comme empêche. ça moins, parce que comme elles étaient toutes très très tendues au niveau de la bouffe, elles avaient moins tendance à essaimer. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas de démarrage au colza. Mais ou l'an fort comme ça. dernier quand même, on a cassé des cellules, elles avaient 2 hausses pleines d'acacia encore. Ah ouais, Donc là, bon, si t'as pas la grue, t'es content. Tu vois. punaise. Et on va peut-être aller manger les gens. Ouais, on discute, on traîne. Non mais voilà, sur le varroa, pendant qu'on est là, on a tout dit, c'est impeccable. La méthode d'application après l'encagement,
Enfin, après le décagement plutôt. Ah bah c'est de du l'acide, c'est le dégoûtement. 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 Alors on était sur du 38 grammes. On a essayé 40, moi je suis redescendue à 38, entre 38 et 40. En lisant plein de choses, il y en a qui préconisent 38 grammes, d'autres 40, et puis finalement, à 40 grammes, ça n'est pas plus efficace. On n'a pas vu Oui. de différence. D'accord. Donc, partant, moi je préfère en mettre moins, tant qu'à faire, Oui. si, à efficacité égale. Oui, Et ça puis, c'est logique. Une petite Oui. chose Je pense que- importante, alors je ne connais pas la véracité de ça parce que je ne suis pas chimiste, hein, mais on le fait comme ça parce qu'on on nous a dit de le faire comme ça. Tout ce qui est préparation avec de l'acide oxalique, il faut que ce soit préparé avec de l'eau déminéralisée. Oui, très important. Ou de l'eau de pluie, hein, nous on prend de l'eau de pluie. Mais parce que, soi-disant, que les minéraux contenus notamment dans l'eau calcaire fixent, et ça on s'en aperçoit pas à l'œil, fixent l'acide oxalique. Et après, il se diffuse beaucoup moins bien. Ok, Voilà, donc on prépare comme ça. très bonne info. Eau de pluie, si vous ne voulez pas utiliser de l'eau pour faire un pastis. Bon alors voilà la miellerie. Vous voyez, elle est pas mal. La seule chose, c'est que les 38 tonnes ont du mal à passer sous le porche pour livrer les pots. Voilà, il y a quelques ruches de production. Mais disons qu'au départ, c'est surtout pour alimenter en couvain certains essaims qui n'ont pas marché du premier coup. Ouais. Donc là, il y a quelques essaims déjà. Et puis après, bon, on en refait encore autant. Je vois là-bas, c'est un piège à frelons. Est-ce que t'es embêté? Comment ça Ouais, se passe? alors, on était très embêtés. Très embêtés? Ça n'a rien à voir avec nos collègues du Sud. Hein. Oui, oui. Mais quand même, l'an dernier, on a eu un peu peur parce que on en avait beaucoup. On Ouais. trouvait qu'il y en avait quand même pas mal. Alors rien par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, là où là c'est les parents, mais on en avait pas mal. Et bien écoute, cette année pour le moment on n'en a pas pris. Ouais, ouais, ouais. Ça semble être le cas là. Alors est-ce qu'ils ne plaisent pas ici? C'est surprenant parce que ça a quand même beaucoup d'eau ici. Et t'as une stratégie de piégeage quelconque? ou- Tu vois, le problème c'est que tu prends Ouais, des. là, t'as tu pris prends, 3 Européens. tu ouais. prends des Européens parce que ça sélectionne pas. Hein. Ça nous donne, c'est une indication. Si tu commences Oui, à voir c'est de une indication. l'asiatique, voilà. Et est-ce que tu mets des grilles spéciales, des portes d'entrée, des choses spéciales sur tes ruches? Non, on n'a encore pas eu assez de pression. Voilà, bah, Ça fait un peu de miel. Non, bah, on a mis les deuxièmes hausses, je crois, lundi. Oui, c'est encore. On est quel plus- jour? Non, vendredi. Donc voilà, ça y va gentiment. C'est les premiers beaux jours que l'on a là. Hein. Ah dis donc, en fait, je voulais te demander, c'est quoi ton t-shirt là, Vive l'apiculture à l'Ouest? On n'est pas à l'Ouest ici? Ah, j'ai déjà te raconté l'histoire. C'est un client un jour sur le marché, et un acheteur de café et de chocolat, de cacao, un peu dans le monde entier, Oui. très sympa, et qui m'envoie de temps en temps une photo avec des abeilles au Pérou sous les cacaoyers. Ouais, Tu vois. ouais. Un jour, il arrive, il me dit tiens, j'ai ça pour toi. Je dis tiens, vive l'apiculture à l'Ouest. Je trouve ça très sympa. Je Ah, lui parce que, alors, donc, l'Ouest du monde, donc. Eh ben non, justement, il était en Côte d'Ivoire. Et Mhm. en fait, c'était un programme apicole à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, puis moi, ce maillot, voilà, j'ai toujours gardé. Et puis là, si tu veux, ce qui est sympa, c'est que, tous comment ça s'appelle? J'allais dire tous tes copains, non, tous tes gens connaissent peut-être pas la NERCEA, c'est notre association. Patricia est vice-présidente de la NERCEA. Et la NERCEA organise des journées d'études 2 fois par an. Mhm, Et cette année, c'est chez nos amis les Bretons. mhm. D'où c'est tout à fait approprié. À l'Ouest. Vive l'apiculture à l'ouest. Alors c'est au mois de novembre, les 19 et 20 novembre, à Pontivy. Quels seront les sujets? Et ben, tu as un apiculteur, un grand éleveur mexicain qui vient, qui Mhm. va parler de plusieurs choses. Tu as un chercheur qui va parler du cerveau de l'abeille. Mhm. Et puis, bon, tu as toujours un apiculteur local qui raconte un peu son histoire. Et voilà, et ça c'est le Festivaline, mais la NERCEA c'est surtout aussi le Festival Off où on va rencontrer tous les apiculteurs bretons pour le coup, on va pas souvent là-bas. Et c'est le moment d'échange, de Ben oui. convivialité, on apprend plein de choses justement.
voilà, en échangeant. Donc la NRCA, tout le monde peut adhérer. Tout le monde peut adhérer. Il y a un magazine qui s'appelle Inforen, qui s'appelle Inforen, que beaucoup connaissent, où il y a vraiment des parutions très intéressantes. Et je dois dire que nous, dans notre cas, on n'a jamais fait de formation apicole, mais on a beaucoup appris par la NRCA. Bien sûr. Voilà. Échange. Voilà, j'ai fait un petit coup de pub. Merci Léandre. Alors là, quand même, pour résumer aussi par rapport à la semaine dernière où j'ai envoyé la vidéo avec Nils, vous êtes dans une exploitation bio qui, c'est pas tout à l'inverse, quoi. Mais quand même, c'est complètement différent, quoi. Autant sur la sélection que sur la façon de faire, que sur plein de choses. Alors c'est plutôt bien de voir des choses différentes, que je trouve. Hein. Je jette pas la pierre, attention. Et je n'ai pas de questions. Voilà. Ah, tu sais, moi je vais faire un commentaire. C'est comme chez les gens, t'en as des blancs, t'en as des noirs, t'en as des jaunes. T'as des modèles différents. Il suffit de trouver son modèle. Et celui qui te convient et celui qui est le meilleur pour toi. Voilà. Et effectivement que celui de Nils est magnifique. Quand on a regardé la vidéo, dans son lieu, là, et puis avec chargé d'histoire, il y a le côté affectif du grand-père, tout ça, les brebis. Voilà, nous, c'est un autre modèle, effectivement. Complètement. Bon, nous, on n'a pas hérité de la ferme du grand-père aussi. Hein, oui, il fallait se faire. On a tout payé, là, tous nos petits sous, voilà. Donc, on ne peut pas non plus vivre avec 3 tonnes, je ne sais pas combien il fait, il n'a pas dit, mais nous, on ne peut pas vivre avec 3 tonnes de miel par an. Donc, ce ne sont pas les mêmes besoins. Il faut qu'on fasse du miel quand même si on n'a aucun crédit et que maintenant, on est beaucoup plus tranquille. Ouais, non mais complètement. Puis, mais c'est intéressant, je trouve, de voir tout ça, quoi. Il faut pas non plus que les gens soient choqués de ces différences. Au contraire, ce sont ces différences qui font les richesses de l'apiculture, moi je pense, quoi. Voilà, c'est 2 types d'apiculture. Je pense qu'il y a le soleil brille pour tout le monde, il y a de la place pour tout type d'apiculture. Des gens qui travaillent avec de la noire, d'autres avec de la jaune. Voilà, quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Merci de nous avoir reçus toute cette journée là, au fait. Le plaisir a été partagé. On a passé un sacré moment. On vous a mangé la maison. Oh, Mille est fatigué. Oui, elle est un peu fatiguée. Heureusement qu'on n'a pas Non.